Donc, je recommence. Donc, je fais un test ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non. Ok. Donc, je fais un test ici pour voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Bon. Je crois que j'ai un peu un problème de débit en fait, hein. Je crois que je suis pas assez, j'ai pas assez de. Bon, pas grave, on va faire 100 et puis on verra bien. Euh, donc, le travail que je mène aujourd'hui, donc c'est un travail sur un sentiment, un affect en particulier qui se porte. En fait, c'est que là en ce moment, dans ma vie, je suis un petit peu. Euh, En fait, je ressens une certaine forme comment dire, de limite, hein, ou d'ennui presque un petit peu, j'ai l'impression d'être un peu freiné en fait quelque part. Mais depuis longtemps. Et c'est comme si, disons, jusque-là, j'avais eu l'impression que les choses étaient très, comment dire, très rapides. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai l'impression de me sentir enfermé. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'être enfermé et en même temps de ne pas trouver d'extension à cet enfermement. En fait, il n'y a pas de. euh, Là, par exemple, je dois chercher un travail alimentaire. Donc, à la fois, il y a la question de l'argent qui rentre en jeu. Et en même temps, comme je disais, bon, même si je trouve un travail alimentaire, on va dire, un petit peu simpliste, j'aurai un peu d'argent. Mais au final, le problème, c'est comme si j'avais pas de direction, pas de sortie de ça. L'hypothèse que j'ai aujourd'hui, je crois, et elle me semble assez logique, c'est qu'en fait, depuis longtemps, j'ai l'impression de lutter contre des logiques réactionnaires, contre la droite en gros pour faire simple, mais qu'en fait je me sens étouffé parce que autour de moi j'ai l'impression en effet d'être dans un rapport au monde réactionnaire. En gros pour faire simple, hein, pour faire simple. Voilà. Et là par exemple peut-être que le sentiment aussi quelque part que j'ai un peu d'épuisement, c'est que il y a eu ces dernières années en effet une espèce de sortie politique possible par le haut par les élections, en gros. Et en effet, c'est comme si on luttait un petit peu contre une espèce d'avancée du FN, d'avancée du fascisme. On a une espèce de grande angoisse quelque part contre le pire qui peut advenir. Et au moment pourtant quelque part où il y a une situation un peu de terreur qui apparaît parce qu'il y a Macron qui fait une destitution oui, comme on dit, destitution qui dissout l'Assemblée nationale. Il y avait le peur vraiment qu'il y ait vraiment le FN qui arrive au pouvoir. Finalement, c'est quand même la gauche qui a une majorité relative. Et puis, mine de rien, c'est quand même la droite qui a un gouvernement après coup. Comme si quelque part il y avait une sorte d'arnaque, comme si on s'était fait avoir. Et en fait, j'ai un peu l'impression quelque part que c'est un peu, comme on dit, pile je gagne, face tu perds. Quoi. Il y a un côté où il y a pas d'issue. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce d'arnaque, de manipulation. On est vraiment lors de la perversion narcissique. Il y a un, alors, il y a un truc comme ça qui est. Il faut que je trouve le truc. En fait, voilà, je crois que c'est un petit peu ça pour moi qui se joue ici. Voilà, bon, le titre est un peu comme on dit, putaclic, quoi. Un petit peu provocateur. Un grand pervers à l'Élysée, mais c'est ça aussi qui est posé hein, dedans. Donc, je vais le noter. Je note mes références. Hein. J'écris les références que j'ai sous la main pour avoir une trace de ça. Donc, pour moi, là-dedans, voilà, il y a l'idée que, en effet, au niveau politique, j'ai l'impression que que la violence que je ressens, quelque part, pour moi, euh, elle est dans l'impression qu'il y a quelque part un espèce d'étau sur un plan politique. Ça veut dire que, quelque part, j'ai l'impression quelque part qu'on nous oblige à rentrer dans un moule, dans un cadre fait par des gens qui ont le pouvoir. Il y a une forme de cruauté là-dedans, et il n'y a pas de possibilité de pouvoir en sortir. Ça veut dire que j'ai l'impression, quelque part, que, en gros,
il y a une situation, bah, c'est ça, hein, de pouvoir, de dépendance vis-à-vis de... Bon, je vais le dire autrement. En fait, moi, quand j'étais enfant, j'ai eu l'impression de vivre dans une famille qui, bon, avait un mode de pensée, disons, pas forcément uniquement réactionnaire, mais il y avait des personnes qui avaient une pensée qui était assez réactionnaire et qui avaient une place assez forte dans cette famille-là, et qui utilisaient dans cette pensée réactionnaire des techniques de manipulation, de culpabilisation, d'infantilisation. Et comme ils avaient une position de pouvoir dans cette famille, parce qu'ils incarnaient des positions paternelles, en gros, c'est pas forcément mon père, hein, ça peut être, je parle aussi d'un oncle, ça peut être, je pense aussi à un beau-père, enfin voilà, donc je dis pas qui, mais bon, parce que il s'agit pas d'exposer ici ma vie familiale, c'est pas la question, mais en même temps, je dois quand même travailler à partir de ce matériau-là. Et là, je viens de lire donc du coup un livre qui s'appelle Les liens qui enserrent. Je crois que c'est ça, les liens qui enserrent, les liens qui resserrent, hein, je sais plus. C'est l'édition B42. Les liens qui empêchent, même, voilà. Les liens qui empêchent de Sarah Schulman. Voilà. Sous-titré L'homophobie familiale et ses conséquences. Et en effet, j'ai l'impression que c'est ça pour moi qui se joue aussi là-dedans. C'est qu'en fait, donc c'est bon, c'est pas ça du coup, c'est ça. Je note à lire. Les liens qui empêchent, j'ai l'impression en effet d'avoir vécu depuis enfant, disons, un certain mode de pensée qui était construit sur des logiques en effet homophobes, mais pas que en fait homophobes, qui étaient au fait des modes de pensée liés à la droite. Ça veut dire que de manière générale, il y a une sorte de culpabilisation d'un ensemble de choses, par exemple les rapports à la drogue, les rapports à, enfin je dis comme ça, à la prostitution, je pense à tout ce qui est travail du sexe par exemple, à en fait un certain mode de pensée quelque part assez conservateur, l'idée quelque part que les révolutions tournent mal donc c'est pas bien, l'idée quelque part qu'il faut travailler, une espèce de respect du travail, une certaine une critique aussi quelque part de l'intellectualisme aussi. J'ai un peu l'impression, oui c'est ça, hein, voilà, hein, j'ai quelqu'un de ma famille qui, famille au sens large, qui se vantait par exemple de n'avoir lu qu'un seul livre dans sa vie, quoi. Voilà, c'était une sorte de fierté pour lui d'en avoir lu qu'un seul, quoi. Bon, et qui du coup, voilà, je me sentais culpabilisé aussi parce que du coup un peu trop intellectuel, un petit peu trop intello. Alors, je dis pas que tous les membres de ma famille rejetaient ça, hein, au contraire, mais simplement ça agissait quand même comme une espèce de culpabilisation en fait. Donc je devais toujours un petit peu jouer quelque part entre les gens qui pouvaient me soutenir pour me protéger face aux gens qui étaient assez agressifs sur cette question-là, quoi. Mais je me sentais pas quelque part dans un milieu qui était accueilli ou quelque part j'avais l'impression que le rapport de force était souvent du côté quand même de la personne qui était dans une logique de réaction quelque part. Je me sentais quelque part en effet empêché, agressé quelque part, pour reprendre le titre de Les liens qui empêchent, empêché par ce monde-là, quelque part, voilà, par ce monde-là réactionnaire qui, quelque part, avait comme une sorte de position symbolique assez puissante. Après, peut-être aussi que cette position-là, j'essayais moi-même de m'y opposer, mais simplement c'est que, en fait, en essayant de m'y opposer, je leur donnais aussi une sorte de pouvoir et une forme de force. Parce que moi, du coup, en étant enfant, j'étais la personne enfant qui s'opposait, disons, à cette figure de l'adulte, qui défendait des positions quelque part un peu stupides et réactionnaires, mais il y avait quelque part une espèce de distance dans la... Comment dire, en gros, ça a souvent été le problème pour moi, ça veut dire que je peux utiliser tous les arguments que je veux, tous les arguments logiques que je veux pour démonter la personne qui est en face, les arguments de la personne qui est en face et aussi la personne qui est en face, mais simplement, c'est comme si l'argument logique ne convenait pas, en fait, parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est dans une sorte il a une sorte de pouvoir et il assume son pouvoir de manière brutale. Pour moi, c'est vraiment littéralement la question du fascisme, hein, qui se pose comme telle. C'est quelque chose qui m'a souvent blessé depuis longtemps. Ça veut dire
que quelque part, malgré tout le travail que je peux fournir, en tout cas sur un plan intellectuel, comme l'autre a un fusil, entre guillemets, enfin en tout cas a une force, a une sorte de force, c'est la force qui gagne, quoi. Voilà. On peut très bien avoir raison de manifester contre une loi qui est injuste, sauf que si en face il y a des flics qui nous tabassent, c'est bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un peu ce rapport-là pour moi qui se joue, c'est un problème de philosophie politique, c'est-à-dire que faire face à la force, hein, comment penser le rapport à la force. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui joue chez moi et ça crée une sorte un petit peu en effet de rapport assez dépressif, comme beaucoup de gens peut-être à gauche aussi. Parce que quelque part, alors peut-être que c'est que temporaire aussi, quoi, mais c'est que c'est comme si c'est pas comme si on sous-estimait. D'un côté, il y a le fait quelque part d'avoir gagné, même de manière relative, les élections, ça permet d'avoir un soulagement quand même. Voilà, je m'identifie moi quand même ici quelque part au parti de gauche, même si j'ai une position qui serait quand même plutôt ultra gauche. Là, il y a un côté de me dire bon, c'est quand même un soulagement. En même temps, on voit quelque part qu'en face, ça lâche pas quoi le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque part, même pas une reconnaissance de l'institution. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait une crise assez forte qui fasse quelque part qu'il y a une espèce de duel quasiment à mort, hein, si on veut, quoi, du coup. Donc là, j'ai l'impression quelque part que ce qui joue, c'est ça, et ça semble logique finalement, que ce conflit familial qu'il y avait, qui est un conflit de génération aussi, si on veut, mais aussi, il est plus général que ça, c'est un conflit qui prend en charge la structure elle-même, hein, qui vraiment les structures politiques elles-mêmes sont traversées par ce conflit. Comme on a Trump aux USA, on a un truc qui est un petit peu de cet ordre-là. Donc là, c'est comme s'il y avait cette situation qui se jouait. Et je trouve ça violent parce que, en effet, je reprends, comme dans le livre qui est décrit ici, c'est comme si la situation de l'oppression familiale, de l'oppression homophobe, mais pas que, hein, qui était aussi pour moi une manière d'être délégitimé en tant qu'homosexuel, même si, moi je me souviens par exemple de phrases du style, qui pourtant n'ont pas été très nombreuses, hein, mais il en suffit juste de quelques-unes pour que on ne se sente pas en sécurité. Moi je me souviens d'une figure paternelle qui dit si tu continues, enfin je crois que c'était ma mère qui m'avait qui m'avait autorisé ou je sais pas je m'étais mis du rouge à lèvres pour tester, je sais pas, un truc comme ça, où je m'étais maquillé les yeux, j'en sais rien, enfin un truc pour tester comme ça pour voir. Mon un truc de cet ordre-là, je sais plus très bien. Bon voilà, mais c'était presque de l'ordre, je sais pas, du jeu ou du maquillage. Enfin, il y avait même pas, enfin, c'était un peu comme c'était pas un truc que je faisais régulièrement, même pas. Enfin, c'était juste quelque chose qui était une espèce d'expérimentation, voilà, en disant tiens ça serait cool, pourquoi pas, comme si je voulais regarder ce que ça faisait quoi. Donc une figure paternelle qui dit si tu continues comme ça, ton fils il va finir pété quoi. Donc on est quand même à des niveaux, à des degrés d'insolence qui sont assez incroyables en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui ce niveau de bêtise, il apparaît au niveau de CNews, par exemple, il apparaît au niveau de Cyril Hanouna, etc., qui ont justement une sorte de force de frappe comme ça en fait, hein. Je crois que c'était Orwell qui disait quelque part que, ou peut-être Hannah Arendt qui disait que le problème du mensonge, c'est pas qu'on y croit parce que personne n'y croit en fait. C'est plutôt quelque part que c'est dit avec tellement de force qu'on est comme, ça agit au niveau de la persuasion. Ça veut dire que on est comme sous la menace de le défaire, quoi. C'est un petit peu comme si on était obligé de le croire ou de faire comme si on le croyait. Et ça, c'est une sorte de violence là-dessus, hein. Donc, par contre, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que la question de l'honnêteté, ça veut dire il y a une forme de résistance, si on veut, de ne pas croire, de ne pas faire comme si on croyait au mensonge, hein, de ne pas accepter ce mensonge qui est donné. Mais c'est compliqué parce que du coup, on se confronte quelque part à une sorte de masse, quelque part affective, qui ne font pas des choses parce qu'ils pensent que c'est juste, mais qui le font parce qu'on leur a dit que c'était juste et qui n'ont pas réussi à remettre en cause cette question-là. Donc là, il y aurait ici quelque part un enjeu à penser dans tout ça. Donc voilà, j'aime bien ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans ce livre-là, il y a une forme de dualité, il y a plusieurs choses dans ce livre, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec tout, mais je trouve que ça permet de poser un problème, en tout cas c'est assez clair. L'idée quelque part que l'homophobie familiale, elle est sous-estimée, elle n'est pas uniquement frontale et active, mais elle peut se jouer de manière passive, comme étant une manière de se dire, bon, débrouille-toi. Les positions réactionnaires qui sont posées sont des positions qui sont... enfin, je veux dire, quelqu'un peut dire, moi je suis pas homophobe, je vote pour le FN mais je suis pas homophobe. Bah, en fait, peut-être que la personne n'est pas homophobe ou qu'elle ne se voit pas comme telle, et peut-être qu'en effet, elle a rien contre les homosexuels en tant que telle. Mais le fait quelque part qu'elle vote pour un parti politique qui a enfin homophobe ou qui a des propositions qui sont, je sais pas si elles sont directement homophobes, j'ai pas regardé le programme, mais qui sont en tout cas transphobes, qui veulent interdire les transitions, il faudrait que je vérifie un petit peu le programme très précisément en quoi il est
en quoi il se pose, mais le fait qu'il y a des positions qui sont extrêmement violentes envers les personnes trans, pour l'homosexualité, je crois qu'ils sont un peu calmés quand même, mais bon, ils ont défendu des positions extrêmement violentes, historiquement contre l'homosexualité aussi. Donc, ça prouve un désintérêt pour la question, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est bon, bref. Donc, du coup, c'est intéressant de le voir comme ça. De dire, en fait, le vote, c'est une question publique aussi. Et voter pour quelqu'un, c'est pas juste un choix individuel, c'est un choix qui engage une position. Voilà. Et si tu votes pour des partis fascistes, ou réactionnaires ou conservateurs, et que tu as une position comme telle, et que cette position-là, quelque part, elle nous fait du mal, bah, c'est une attaque qui est faite aussi, en fait. Hein. Tu soutiens quelque part des partis qui nous agressent, qui agressent des droits fondamentaux, qui sont contre, quelque part, le principe même de l'égalité. Donc il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer. Moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est comme si j'avais été bloqué parce que j'avais pas pu, quelque part, assumer une politisation de ces questions-là. En fait, que c'est quelque part, le domaine familial était un petit peu du domaine privé, fallait pas trop en parler. J'étais pris dans ce rapport-là aussi. Maintenant, je comprends quelque part qu'en fait, c'est comme si, comment dire, l'enfermement familial lié à l'homophobie, mais pas que, hein, qui était aussi, pareil, la même figure paternelle qui, quelque part, fait souvent des blagues sur le fait que on est un petit peu trop chochotte et qu'il faudrait qu'on fasse un service militaire. Bon, eh bien, là, par exemple, si je reprends ici, on a... voilà, enfin, en fait, moi j'ai l'impression, en fait, bon, cette figure paternelle en question, c'est... Non, je retrouve le truc, hein. Non, on était... Parce que là, alors en fait, c'est vrai que le fait de voir France TV, de faire avoir vu, justement, je crois que c'était juste ce truc-là, là, un peu stupide. Discipline qui devait se tenir hier soir. Moi j'aime beaucoup Ségolène Royal, hein, et là je comprends pas. Bah, elle a raison. Bah non, parce que... Service militaire pour les délinquants. Mais non. Voilà. Donc service militaire pour les délinquants, donc on est là-dessus, voilà, on est là-dessus, voilà, de se dire que les délinquants doivent aller en service militaire. Il y a ce rapport, voilà, du service militaire, hein, comme étant quelque part une espèce de truc de on va bien te serrer la vis, quoi. Cela dit, c'est une question intéressante de penser la question du militaire. Moi j'ai l'impression quelque part que à gauche aussi, parce que la gauche c'est aussi beaucoup lié historiquement à des positions entre guillemets bourgeoises, hein, où il s'agissait quelque part voilà, lié à une petite bourgeoisie qui est protégée, non peut-être pas du service militaire, mais aussi, enfin voilà, enfin moi je pense un petit peu à, je sais pas, à mai 68, à la fois la gauche, il y a une gauche qui est en effet plutôt ouvrière, hein, mais il y a aussi toute une gauche qui est une gauche intellectuelle, une gauche culturelle, qui quelque part, par l'usage du langage, a pu se protéger en fait d'une sorte de violence, d'une forme d'intensité de violence qui est propre au travail à l'usine, ou qui est propre au travail de la terre qui est difficile, ou à la question de la guerre et du militaire, en fait, en gros. J'ai l'impression que la droite, quelque part, elle a un rapport, elle a une espèce de, comment dire, de puissance, parce qu'elle est confrontée, quelque part, à des choses qui sont très dures et très lourdes, qui sont traumatiques, presque, si on veut, qui sont de l'ordre, en effet, justement ce truc-là de le travail, le goût de l'effort, la guerre, bon, tous ces trucs-là à la con, mais qui en même temps, quelque part, détiennent une forme de vérité. On ne peut pas, quelque part, évacuer cette question-là. La critique qui est faite souvent de la part de la droite à la gauche, c'est de dire, vous, la gauche, vous êtes dans des positions un peu bisounours, quoi. Ce qui n'est pas forcément faux, hein. C'est-à-dire que il y aurait quelque part un regard un petit peu trop utopique, entre guillemets, à la gauche, qui ne prendrait pas en compte des vérités fondamentales, et en tout cas une certaine forme de violence propre au réel, quelque part, propre à une forme de réel. Et en effet, quand on est né dans les bouquins, on ne voit pas quelque part les privilèges. En gros, c'est comme si la gauche était privilégiée, quelque part. Voilà. Privilégiée par le fait, quelque part, qu'elle ne vit pas une violence au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a un déplacement de cette question. Ça veut dire que ça vaut pour, en effet, certaines logiques gauchistes, un peu bobos si on veut, pour le coup, de gens qui seraient bourgeois, d'hommes cis blancs hétéros, et qui seraient de gauche, et qui finalement seraient de gauche comme une sorte de paravent, mais cette gauche-là serait une gauche un petit peu, en effet, un peu idéaliste, mais pas liée quelque part à une expérience de la violence, en tant que telle, en gros. Là où la droite se verrait comme étant, justement, en ayant une expérience de la violence, ce serait quelque part plus réaliste. Et c'est au nom de cette réalité, ce côté réaliste de la violence, que la droite, quelque part,
apparaît comme moins utopiste que la gauche, qui fait que voilà, que je sais pas, l'impression qu'on vote à droite parce qu'on se dit oui, voilà, c'est des gens qui comprennent quelque part la vraie réalité, quoi. En gros, c'est que si on vote pour la gauche, ils sont tous gentils, ils ouvrent les frontières et puis ils se rendent pas compte que en fait l'étranger il veut nous tuer. Or du coup, voilà, nous de droite, on sait qu'est-ce que c'est que le vrai rapport de force et on est méfiant et donc on est dans une espèce de limite un peu paranoïaque, quoi, quelque part, mais il y a une construction mentale, un rapport au monde qui se construit dans un rapport à la violence. Voilà. Quelque part, il y a un côté comme ça. Il y a un côté, c'est comme si la droite était comme se voit comme étant préparée et traumatisée, comme si elle était quelque part, elle connaissait les enjeux de violence qui sont là, donc elle sait quelque part que la vie c'est faite de violence, donc il faut se protéger, donc il faut avoir accès à des armes, donc il faut être prêt à faire la guerre, etc. Parce que si on est trop pacifiste, eh bien on se fait écraser, en fait. Et que du coup, voilà, c'est comme on dit, les gens de gauche seraient un peu des snowflakes, hein, comme disent la droite, extrême droite, c'est des flocons de neige, tout fragiles, tout mignons, et que si on leur laissait prendre le pouvoir, en fait, ils se feraient écraser en quelques minutes, quelques secondes même. Voilà, parce que du coup, ce qui est une critique assez intéressante, d'ailleurs, hein, moi je suis pas forcément contre ça, je la trouve intéressante en tant que telle. Je pense qu'il faut la prendre en jeu, en effet. Voilà. En même temps, je la trouve pour moi, très méprisante également, hein, parce que ça suppose aussi que les gens qui sont de gauche ou qui ont des rapports un peu utopiques, utopiques entre guillemets, moi j'aime beaucoup la gauche utopiste, mais moi j'ai l'impression que j'ai un rapport utopiste au monde parce que précisément je subis beaucoup de violence. Et c'est parce que je subis beaucoup de violence que je veux essayer de déplacer cette violence sur un autre terrain pour la défaire, en fait. C'est à la fois une fuite, mais c'est aussi quelque part une réaction à la violence. Donc peut-être que les propositions ne sont pas sensées, etc., mais en même temps, elles s'appuient elles-mêmes sur un socle de violence. Enfin, je ne suis pas spécialement... parce qu'en fait, une position qui serait précisément, je sais pas, de privilégié, ce serait quelqu'un qui n'essaierait même pas de changer le monde, s'en foutrait un petit peu, en fait. Hein. Voilà, il ferait sa vie, il vivrait sa vie de manière individuelle. S'il y a un investissement aussi affectif dans la question politique, c'est parce que précisément la question de la violence, elle est mise en jeu. Et justement, je crois que la gauche, en particulier les formes d'ultra-gauche, elle pose la question de la violence, hein, notamment dans une logique assez marxiste. La question des Black Blocs pose la question de la violence. C'est ça qui est intéressant, c'est que justement, je dis ça parce que moi, quand j'étais enfant, on m'a beaucoup culpabilisé dans ma famille parce que j'avais des positions soi-disant un peu trop utopistes. Et puis ensuite quand je défends, je sais pas si je défends, mais quand je parle ensuite des Black Blocs, d'un seul coup on se dit ah mais c'est pas bien, c'est violent et tout, et en fait du coup c'est eux qui deviennent utopistes du coup, parce que c'est ça qu'ils ne comprennent pas que bon. Donc en fait il y a une espèce de, voilà, il y a un manque de pensée assez complexe sur le sujet, quoi. Je pense que voilà, donc là peut-être que l'enjeu ce serait ici de penser une forme de violence, en fait, penser une violence différemment. Ce qui est intéressant dans le rapport à l'homophobie familiale aussi, là, de Sarah Schumann, hein, merde, comment elle s'appelle, Sarah Schumann, hein, Sarah Schumann, c'est de penser justement qu'en fait, quand on est LGBT, on subit une violence à la fois du milieu familial et du milieu de la société elle-même, en fait. Donc quelque part, on est un peu à l'avant-garde d'un système de violence. On n'a pas réussi, on n'a pas appris quelque part à se défendre avec des armes à feu, etc. Parce que c'est pas il ne s'agit pas de mener une lutte armée sur la question LGBT, quoique certains courants recommandent, on va peut-être pas passer par la lutte armée, mais de se défendre, quoi, du coup. C'est-à-dire, en effet, ce qui est une logique assez pertinente, hein, je pense notamment au groupe Queer Nation, par exemple. Lutte armée, évidemment, ça ne veut rien dire, hein, parce que c'est un terme très flou et il ne s'agit pas de prendre des armes ou quoi. Je trouve que c'est complètement anachronique, mais en effet, ça veut dire que de se défendre quand même. Ça veut dire que quand on est... la question est posée, c'était un exemple de... il y a un groupe de 20, voilà, c'est une soirée LGBT, et puis il y a 3 personnes qui se font agresser par un groupe de néo-nazis. Voilà, il y a 4 ou 5 néo-nazis qui agressent, je sais pas, mettons, 2 homosexuels dans un coin. Et la réaction du coup du directeur de l'établissement, c'est de dire ah bah du coup faites attention à vous, faites attention comment vous êtes habillés, quoi. Alors qu'en fait il aurait pu dire bah écoutez, nous on est 20 homosexuels ici, 20 LGBT, il y a 5 nazis dehors, on va les tabasser, en fait. Enfin voilà. Et donc parce qu'il y a un côté, c'est eux qui commencent, quoi. Donc en fait c'est un truc un peu con, c'est de se dire ou alors on appelle la police, mais bon si elle fait rien, bah on se défend. Enfin, donc moi j'aime pas trop cette idée de se défendre ou quoi, parce que je trouve que c'est rentrer dans un espèce de cycle de violence, en fait, quelque part. Et en même temps, la question se pose, ça veut dire qu'au final, voilà, on est en société, on vit dans une saucisse, il y a des lois et des règles, en fait on a à être protégé, si on n'est pas protégé, on a à se défendre, et il y a une forme de légitime défense. La droite, elle passe son temps à parler de légitime défense, bah voilà,
est-ce qu'on peut penser cette légitime défense, quoi, du coup, et retrouver aussi un pouvoir dans cette légitime défense. Voilà, c'est un petit peu ce rapport-là que je me pose aussi, parce que j'ai l'impression que si on attend que ça vienne de l'État, si on attend que ça vienne de l'extérieur, ça peut être très compliqué, parce que l'État, il est fondé aussi sur une perception et un privilège hétérosexuel, et qu'on n'a pas grand... Bon bref, là je parle de trucs, c'est assez évident tout ce que je raconte ici, hein, mais voilà. Ce que je veux dire là-dedans aussi, c'est que, en fait, la question ici, on peut aussi retourner à la question de la violence, c'est de se dire que finalement, on a des gens qui, soi-disant, ont vécu ce que c'est que la vraie guerre, la vraie violence, etc. Mais à gauche aussi, il y a des acteurs qui n'étaient pas forcément des acteurs qui étaient forcément mis en avant il y a 50 ans, hein, parce que le mouvement LGBT, il est assez récent dans sa visibilité politique, en tout cas, dans sa visibilité liée au public, liée aux partis politiques. Donc en fait c'est ça, je me dis, c'est de quelle manière ici quelque part des populations qui ont été opprimées depuis très longtemps, qui sont notamment des femmes qui vivent des viols, qui sont des LGBT qui vivent de l'oppression et de l'invisibilisation, qui sont des personnes racisées qui vivent du racisme, etc., peuvent parler de la violence en fait, et peuvent quelque part reconsidérer la question de la gauche, quelque part, qui en effet était un petit peu, peut-être avec quelque part une position assez, je sais pas si c'est utopiste, mais un petit peu trop... oh la guerre c'est pas bien quoi, du coup il y a un côté comme ça, hein, je trouve aussi, hein, parfois un petit peu qui est moi je trouve une complète caricature, hein, mais bon. Et là il s'agirait justement de se dire d'assumer ce rapport là, d'assumer quelque part jusqu'au bout la question de la violence, en fait, de se dire voilà, la violence c'est le fait de se faire violer, c'est le fait de se faire tuer dans la rue parce qu'on est LGBT, c'est quelque part, c'est que en gros de dire la droite n'a pas le monopole de la violence et n'a pas le monopole d'être la victime, quoi. Il y a un côté comme ça, ils sont toujours là à se dire oui regardez telle personne blanche s'est fait agresser par telle personne racisée, donc c'est terrible. Et donc du coup c'est comme si la droite se mettait en porte-drapeau quelque part d'une gravité. En fait, ils ont le monopole de la gravité face à la gauche qui ne serait dans une sorte de, c'est peut-être plus ça, dans une forme de légèreté. Alors moi ça m'intéresse de penser une gauche qui serait posée par une forme de gravité. Une gauche qui ne penserait pas quelque part, et je crois que c'est ce qui se passe, hein, je ne dis pas que j'invente quelque chose, hein, mais qui essaierait de se poser face à cette gravité. J'ai trouvé que souvent c'est ce que fait le PS. Je trouve que le PS par exemple, même aussi un peu les Verts ou quoi, hein, il y a un côté justement un peu bourgeois, hein, qui est critiqué aussi là-dessus, qui quelque part pense la politique comme étant, oui voilà, on va quelque part augmenter un petit peu le pouvoir d'achat, on va un petit peu augmenter, on va faire un peu de trucs pour qu'il y ait moins on va faire en sorte pour que l'écologie ça soit un petit peu mieux, etc. Mais il n'y a pas quelque part une espèce d'urgence et de gravité émotionnelle qui se passe face à la question, par exemple l'effondrement par exemple pose ici une forme de gravité, c'est grave ce qui se passe. La question de, quand on est LGBT, et par exemple ACT UP ils ont agi par rapport à une gravité qui était le fait qu'il y a des morts et que c'est dangereux, que le sida, le VIH, c'est pas une question simplement de ah bah tiens, ça serait bien qu'on fasse un peu plus de recherche. C'est une question de vie ou de mort. Donc on n'est plus dans la question d'essayer de faire passer une loi, mais il faut attendre les prochaines élections. Il y a un côté, c'est maintenant ou jamais, parce que demain on va peut-être mourir, donc il faut y aller maintenant. Et j'ai l'impression qu'il y a un rapport comme ça qui peut se jouer, avec la question à la fois de l'écologie, avec la question des oppressions systémiques, sur tout niveau quelque part. Et moi c'est pareil. Et puis là la question de la guerre aussi. Enfin, en fait c'est comment quelque part penser une politique qui s'appuierait sur ces points névralgiques, qui sont des points de violence, des points de gravité et d'urgence, voilà un petit peu. Bon. Alors, bon, ce qui est étrange, c'est que ça ne diffuse pas. Hein. Ma vidéo ne diffuse pas. Bon, c'est pas grave, mais bon. Donc voilà, vu sous cette forme-là, c'est intéressant parce que moi, ça me permet aussi quelque part de penser ici, donc l'idée c'était ça, c'était de trouver ici un nouveau paradigme, si on veut. Ça fait une heure que je parle. Un nouveau paradigme qui s'appuierait sur un nouveau paradigme, une pratique artistique, on pourrait dire, qui serait une forme de détective public. Voilà, moi, comme on a des détectives privés qui vont essayer de mener l'enquête sur une histoire, sur une affaire, j'ai l'impression que la réaction, la droite, mais de manière générale, hein, je veux dire la violence, en fait, quand il y a de la violence, cette violence, on veut la rendre invisible, on veut la cacher, on ne veut pas la montrer. Et il s'agirait quelque part de dire que la violence est toujours un petit peu cachée, elle est toujours liée à des systèmes de manipulation. Que quelque part, la manipulation que j'ai vécue dans mon enfance,
dans des logiques de perversion narcissique un petit peu, avec des figures réactionnaires, en fait, elles se rejouent à l'échelle de la société. Et c'est ça qui est comme un petit peu douloureux pour moi et difficile et dépressif, c'est comme si je m'étais dit, bah, j'ai une famille qui est douloureuse et je vais essayer de m'en échapper, et puis j'arrive dans le monde social, et puis c'est pareil, en fait, en gros. C'est pareil à l'échelle collective. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir, qui sont les figures un peu parentales, entre guillemets, socialement, qui sont justement à la tête de l'État, eh bien, se comportent de la même manière, se comportent comme, voilà, comme le décrit du coup donc Marc Joly dans son livre qu'il présente ici, je ne l'ai pas lu. L'idée voilà qu'en fait il y a une logique de perversion narcissique au niveau de l'État, hein, une logique de manipulation. On n'est pas dans une forme d'honnêteté, mais il y a un rapport d'emprise émotionnelle, de manipulation émotionnelle. Cela dit, moi ce que je suppose donc, c'est que cette emprise et cette manipulation émotionnelle existent depuis longtemps. En fait, hein, c'est-à-dire que le fait quelque part qu'on manipule les pauvres, qu'on manipule. Alors peut-être que là c'est peut-être plus assumé qu'avant parce que c'est peut-être encore plus concentré, mais voilà, que quelque part qu'on raconte n'importe quoi sur les homosexuels, etc. Ça existe depuis longtemps, ça c'est pas nouveau, ça se laisse faire un petit peu. Pour moi, je pense que c'est tout à fait un mécanisme qui est ancré tout à fait dans des logiques de pouvoir et de droite, quelque part, qui rentre là-dedans. Donc il s'agirait ici quelque part de faire une sorte de psychanalyse de la droite, si on veut. Alors moi, et plus que de la droite en tant que telle, de faire une sorte d'étiologie, c'est-à-dire d'étude des causes, en fait, de ce mécanisme un petit peu traumatique. C'est-à-dire cette forme de gravité, pour moi, je la lis ici à la droite, mais en fait, c'est pas forcément lié à un champ politique en particulier, mais c'est de quelle manière on peut s'appuyer sur ces choses qui sont graves, qui agissent comme des sortes de traumatismes. Ça peut être une guerre, ça peut être quelque part un système d'oppression, ça peut être voilà, des insultes, des violences, un sentiment d'impuissance. Moi, je me sens dans une forme d'impuissance politique, mais je pense que cette impuissance politique, elle n'est que temporaire. Elle est là aussi parce que quelque part, on est en train de comprendre qu'on se fait manipuler, qu'on se fait agresser quelque part un petit peu. Donc c'est une logique presque un petit peu complotiste, mais qui serait comme légitime un petit peu. Et donc il s'agirait de mener, donc du coup, dans une étiologie, de mener quelque part, d'essayer de comprendre d'où vient le problème, d'où vient le malaise. Comme en psychanalyse, où quelque part, il y a une espèce d'enfermement, il y a une sorte de manipulation, il y a un blocage, il y a un traumatisme, et on va essayer de comprendre l'origine du traumatisme. Mais c'est compliqué parce que précisément, le traumatisme, il se cache, il ne veut pas se montrer, donc il est un peu caché. Hein, il fait tout pour qu'on l'évite, hein, pour éviter notre regard un petit peu. Il est toujours en train de se cacher, donc c'est très compliqué pour le découvrir. Voilà, donc il s'agirait ici de mener un travail en tant qu'artiste qui consiste à mi-chemin entre le travail de psychanalyste, le travail de l'enquêteur, le travail du journaliste, le travail du chaman aussi, parce que c'est entre guillemets, parce que c'est un petit peu cette figure-là aussi, qui consisterait quelque part à comprendre quels sont les impensés, quels sont les non-dits, quels sont les mécanismes en fait qui agissent non pas au niveau de la parole, au niveau quelque part du langage et du savoir rationnel, mais quels sont les mécanismes de domination qui agissent au niveau des corps, au niveau des modes de production de la parole, en amont, hein, puisqu'il ne s'agit pas d'essayer d'argumenter avec des arguments logiques face à quelqu'un qui veut nous manipuler, mais de comprendre que la parole est déjà prise dans un rapport de pouvoir qui surdétermine ce qui pourra être dit et ce qui pourra être fait. Voilà. Face à, voilà, si je suis dans un service militaire, je peux essayer de convaincre quelque part mon supérieur que la guerre n'est pas légitime. Peut-être, n'empêche que, en tous les cas, à tout moment, il pourra me dire, bah écoute, j'en ai rien à fiche, fais tes pompes, ou sinon je te mets je te mets au trou parce que tu poses trop de questions. Voilà. Et il aura raison en sens où quelque part il utilise son pouvoir. Voilà, son rôle n'est pas de réfléchir. Donc c'est un petit peu ce truc-là qui se joue. C'est qu'en fait, il y a ici une espèce de faillite de la pensée, une faillite de la politique quelque part. C'est comme s'il y avait la politique qui peut être pensée à partir d'Aristote, si j'en crois bien. Catherine Malabou dans une conférence d'ailleurs intéressante que je vais peut-être la nommer ici. Là. C'est une conférence sur l'UMI, voilà, l'UMA. Art et anarchisme. Bon, je vais le noter aussi. C'est une conférence qui était vraiment bon, que j'ai écoutée hier, qui était bien. Qui notamment, voilà, alors c'est un peu abstrait sur certains points et il y a des points de détail que j'arrive pas très bien à saisir dans leurs nuances. Mais l'idée quelque part qu'en fait, la parole qui semble constituer la question du politique, elle constitue une sphère. Et en fait, au sein de cette sphère, en effet, on peut parler, on peut quelque part échanger, et la parole agit comme un système de régulation. Voilà, on échange. La parole politique, on échange
on est au Parlement, on dit qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, etc. Et puis on échange. Mais en fait, cette parole-là, elle est sous-tendue par une différence entre ce qu'on considère comme étant de la parole et ce qu'on considère comme étant du bruit. Et ce qui est l'ordre du bruit, par contre, ça n'a pas le droit à la parole. Voilà, les animaux, ils ont pas de parole, c'est du bruit. Les gens qui sont un peu trop pauvres ou un peu trop, qui parlent un peu trop fort ou quoi, c'est pas vu comme de la parole. Ce qui se passe avec Barnier, par exemple, et ce qui se passe notamment avec la France Insoumise, c'est qu'on dit à la France Insoumise, votre action, que ce soit de taper sur des casseroles, de faire de l'activisme dans l'Assemblée ou de parler fort, ce n'est pas de la parole, c'est de l'agressivité. Et on dit ça ne rentre pas dans le débat politique. En fait, on refuse ici quelque part, et moi je pense que c'est une stratégie de France Insoumise aussi de faire ça, de travailler ce rapport entre parole politique et justement ce qui va être délégitimé comme tel, mais d'essayer de travailler ce rapport justement entre ce qui est considéré comme du politique et ce qui est comme du non politique. Or, pour Rancière, et pour Lyotard aussi, c'est cette séparation-là qui, enfin en tout cas pour Rancière, pour Lyotard je sais pas trop, cette séparation-là qui est intéressante. Et pour moi aussi, ça veut dire que j'ai l'impression que la question de la gauche aussi, et pour moi c'est ce que décrit aussi un peu Agamben, etc., une question qui se pose aussi à gauche, c'est de se dire précisément, comment intégrer dans la parole, ou comment faire voir comme parole et comme quelque part proposition politique, et donc comme quelque part débat, disons, entre guillemets, rationnel, ou qui peut quelque part constituer une agora, des modes d'expression qui jusque-là n'étaient pas considérés comme tels. Pour Malabou, l'art peut être l'objet de pouvoir déplacer cette frontière entre ce qui est l'ordre du langage, politique, ce qui rentre dans le discours politique, et ce qui est considéré comme étant ne rentrant pas dans le discours politique. Ce qui est très intéressant, c'est que les Black Blocs ont travaillé cette question-là. Les Black Blocs, quelque part, en essayant de structurer quelque part une forme d'émeute, quelque part, pour moi, c'est une sorte d'émeute un peu en essayant d'institutionnaliser l'émeute et en essayant quelque part de lui faire donner un discours qui est quand même assez clair, qui est de se dire que dans les Black Blocs, qu'est-ce qui est cassé? Ce sont les banques, les compagnies d'assurance et tous les symboles, à peu près, tous les symboles, les agences qui sont des symboles du capitalisme. Donc ça vise quelque part à dire, regardez ce que la politique classique ne voit pas comme étant un acte politique, parce qu'elle ne voit que des gens qui, quelque part, font n'importe quoi. Ben on voit qu'ils ne font pas n'importe quoi. Ils ont un truc très structuré, donc du coup, ça oblige à reposer la question. En fait, voilà. Donc moi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il pose ici une sorte de... Il se joue sur cette frontière, justement, là. Il arrive un petit peu à déplacer la frontière. Ça marche ou pas, si on veut, mais à moins d'être un petit peu stupide, et quand on est à la télévision, il y a beaucoup de gens qui sont stupides, eh bien, force est de constater que ça... Il y a ici, quelque part, un enjeu qui se pose, qui m'apparaît, moi, très pertinent là-dessus. Moi-même, j'essaie de comprendre ces rapports-là, de comprendre de quelle manière on pourrait penser une politique animale, de quelle manière on peut considérer que les animaux parlent, et comment partir depuis leurs paroles, comment considérer que les arbres, les cailloux parlent, et qu'on parte de leurs paroles. C'est ce que j'ai essayé de penser aussi avec l'université des oiseaux, de voir de quelle manière, en fait, il y a un savoir qui est propre aussi à ça. Non seulement il y a une politique, mais il y a aussi un savoir qui est propre à ça. Bon. Donc voilà. Bref, donc je vais essayer de revenir ici peut-être sur... ça, pour Zendaya, il y a un... Donc Zendaya, c'est l'actrice principale d'une série qui s'appelle Euphoria. Et en fait, quand j'écoute cette musique, ça me touche beaucoup. Je me sens vraiment très touché. J'essaie de comprendre pourquoi. Zendaya quelqu'un qui prend des drogues, en fait. Quelqu'un qui a perdu son père quand il était jeune. Quelqu'un qui a un rapport au genre peut-être un peu complexé. Et qui a une relation d'amour lesbienne avec une personne trans. Et bon, il y a beaucoup de choses là-dedans qui, moi, me touchent aussi, quelque part. J'ai l'impression que ça fait... Moi, c'est pareil, j'ai l'impression que moi, je me sens interdit d'être trans, parce que je me sens pris dans une idéologie aussi conservatrice, auquel j'ai peur, en fait. J'ai peur, en fait, de me faire agresser par rapport à ça. Mais cette peur-là, je pense qu'elle rejoue une logique familiale aussi, dans un sens. J'ai l'impression d'avoir été enfermé quand j'étais enfant, mais qu'en même temps, il n'y avait pas d'extériorité possible non plus. En fait, c'est ça que je suis enfermé en tant qu'enfant, mais je suis enfermé aussi dans un système scolaire qui lui-même aussi reproduit des logiques d'homophobie ou de transphobie passive, juste en n'intervenant pas, quelque part. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de continuité là-dedans, en fait. Il n'y a pas de... Il y a un système général qui est contre nous, un petit peu, quoi. Bon, donc...
Voilà. Et en même temps, bon, voilà, ça veut dire que. Est-ce que c'est pour ça que Zendaya prend des drogues ou quoi? Bon, ce qui semble être le cas, c'est vrai que moi, ce que je vois dans le film, dans la série d'Euphoria, et qu'il faudrait que je revoie parce que je la trouve très belle pour ça, c'est que Zendaya prend des drogues aussi parce qu'il y a une espèce de. Le monde apparaît finalement très ennuyeux. En fait, c'est comme si, et c'est ça aussi qui apparaît pour moi, c'est que l'aspect réactionnaire et conservateur du monde, soit c'est quelque chose qui est angoissant et qui fait peur, soit quelque part, à partir du moment où on arrive à le dépasser, un petit peu, à prendre du recul par rapport à ça et à me dire, bon, bah, on se casse, quoi. Bah, du coup, c'est juste ennuyeux. Parce que quelque part, on n'a pas. C'est juste quelque part une sorte un peu de prison et on s'emmerde, quoi. Donc, du coup, les drogues agissent plutôt comme étant une manière d'être en vie, en fait, d'avoir accès à quelque chose d'enfin un peu stimulant. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi, si on veut. C'est plutôt une forme de solitude, en fait, quelque part, qui se joue. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça. J'ai l'impression d'avoir vécu cette solitude aussi très fortement. Et moi-même, j'ai aussi cherché dans, dans l'addiction des formes de sortie d'un monde que je trouvais absolument étouffant. La question que je me pose maintenant, c'est de me dire, oui, peut-être que c'était aussi étouffant, mais peut-être aussi que ce monde étouffant, il a été rendu comme tel, parce que j'ai pas réussi à l'habiter, en fait. Mais que je peux très bien, comment dire, m'approprier de ce monde et l'habiter. Comment on peut peut-être, non pas se sentir... Moi, je me dis, peut-être que je me sens enfermé aussi, parce que quelque part, je suis enfermé dans des paradigmes qui ne sont pas les miens. Ce sont des paradigmes de la réaction, des paradigmes conservateurs. Et que justement, en faisant une déconstruction, en faisant une analyse, une attaque, chose que j'ai fait depuis des années, hein, et l'addiction a été une manière aussi pour moi de m'aider à faire cette analyse-là, c'est qu'en essayant de sortir quelque part des mensonges, hein, des mensonges quelque part de la réaction en face, ça va peut-être avoir un regard beaucoup plus clair sur ce qui se passe et de se dire, ah ok, en fait on est bloqué, on s'emmerde, on est bloqué, on est emmerdé parce qu'on est capturé par des paradigmes qui nous étouffent. Ces paradigmes qui nous étouffent, ils peuvent être aussi des paradigmes liés à la gauche. Moi je pense que quelque part la gauche elle est aussi enfermée dans des paradigmes économiques qui empruntent à Marx, qui empruntent à Keynes, mais qui sont très bien aussi, hein. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont... Mais moi personnellement je trouve qu'aujourd'hui ça m'étouffe, ça ne va pas assez loin. Donc là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière, en fait, on peut justement, dans une logique de ligne de fuite, se déterritorialiser. Ça veut dire être capable de reconnaître ces paradigmes qui nous étouffent, être capable de les étudier, de les analyser, de se dire quelque part qu'on n'a rien à voir avec ça, de trouver, plutôt que d'essayer quelque part, parce que j'ai l'impression que quand on y résiste, quand on critique, par exemple, je sais pas si je peux très bien critiquer Barnier, critiquer Retailleau, etc., mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours une manière de critiquer les gens qui ont déjà du pouvoir. Donc en fait, ça sert à rien, on n'est pas écouté. Donc il s'agirait pour moi non pas de les critiquer en disant c'est pas bien, mais plutôt de s'appuyer dessus, soit de trouver autre chose, soit de s'appuyer dessus pour dire ok voilà, ils font ça, ils en sont responsables, c'est leur problème, voilà. Mais comment nous, on peut ensuite, nous, enfin en tout cas ou moi en tout cas, se dire, parce que moi j'ai l'impression d'essayer quand même de régler, de me sentir un peu responsable à leur place, quoi. Il y a un côté je suis français, des gens ont voté pour ce truc-là, donc du coup je sais comme un petit peu responsable de soigner le problème. Il y a un petit peu, mon Dieu c'est terrible, on a un ministre de droite, c'est terrible, donc du coup c'est comme si j'étais un peu... Et il y a un côté, en fait, comment on peut laisser tomber ça? Les laisser tomber, quoi. En gros, ça veut dire... les gens qui ont une position conservatrice, arrêtez d'essayer de les convaincre, quoi. En fait, ça marchera pas, quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup fait ça, quoi, du coup, avant. Je crois que je suis beaucoup lié à ça aussi, dans un sens. Mais voilà. Par contre, j'ai l'impression que non seulement pas essayer de les convaincre, mais aussi essayer de débusquer, de les utiliser leur paradigme pour débusquer chez eux tous les mécanismes de pensée qui sont un peu qui ne fonctionnent pas du coup, et pour les défaire en nous. C'est qu'en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est ou que je suis manipulé, que quelque part j'ai intégré en moi un ensemble de systèmes logiques qui m'enferment aussi. Alors c'est pour ça que du coup, je pense que voilà, je suis en train ici de penser ce que pourrait être une sorte d'étiologie. Étiologie, ça veut dire une sorte de généalogie, c'est-à-dire d'analyser, généalogie au sens de Foucault, quoi, c'est d'analyser quelque part à partir d'un système réactionnaire, mais surtout à partir d'un sentiment d'enfermement. C'est comment le sentiment d'enfermement, d'affect, d'angoisse que j'ai, quelque part, qui me met mal à l'aise, comment je peux partir de ce sentiment-là pour comprendre d'où est-ce qu'il vient, d'en faire l'histoire un petit peu, pour ensuite en dégager. En gros. Hein, il s'agirait ici de se dire finalement, bah voilà, puisque la famille est réactionnaire et conservatrice et qu'elle m'enferme dans ses filets, bah j'y vais plus. Je vais plus à Noël, je vais plus les voir. Voilà, je boycotte le téléphone et tout. Enfin, il y a un côté, je coupe les ponts un peu. Donc là, c'est pareil, il s'agirait de couper les ponts, entre guillemets, avec
avec la République, hein, c'est quoi dire, mais voilà, enfin. Alors il ne s'agit pas de couper les ponts complètement, il s'agit de, voilà, de prendre ce qu'on a besoin, si on veut. Mais de couper les ponts, ça ne veut pas dire couper les ponts complètement, hein, mais c'est juste mettre la distance, un petit peu. Et moi c'est pareil, c'est comment mettre cette distance, un petit peu. C'est un petit peu ça, voilà. Là c'est pareil pour moi, c'est me dire, bon voilà, en fait, Alors c'est rendu possible aussi parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail, hein, ça veut dire que bien sûr, c'est parce que les gens ont fait le travail à gauche de rassembler les gens, etc. Bon, mais en gros, je veux dire, c'est qu'on peut se rassembler sur une gauche où on a à peu près un ensemble de points de vue à peu près cohérents et communs. Et là, ce serait par exemple le Front Populaire ou voilà, ou d'autres partis ou des partis spécifiques au sein de ce groupe-là. Mais ça pourrait aussi être moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment on peut aussi mettre comment dire, penser à la question de la distance. C'est-à-dire que même là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a un ensemble de modes de pensée aussi qui, quelque part, nous affilie un peu à la droite. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, même si j'aimerais être complètement anti-conservateur, j'ai l'impression que j'ai un mode de pensée qui est encore pris là-dedans, en gros. Et il s'agirait même de manière, comment dire, même en réaction, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si quelque part on gagne pas ou je ne gagne pas par rapport à la droite, c'est parce que quelque part je suis encore enfermé dans leur, non pas dans leur mode de, enfin pas uniquement dans leur mode de pensée, mais aussi dans leur mode affectif. C'est comme s'ils m'avaient enrôlé avec moi dans leurs affects. Ils m'avaient un petit peu obligé de ressentir avec eux. Et que du coup, quelque part, je suis un peu comme emprisonné dans un rapport affectif. C'est vraiment un truc en sous-jacent, quoi. Un rapport affectif. Et donc là, du coup, il s'agirait pour moi de faire une sorte de contre-enquête, un petit peu d'enquête affective pour comprendre quels sont les mécanismes de domination qui apparaissent là-dedans. Voilà. Et ça vaut pour le reste. Donc maintenant, ce que j'essaie de voir maintenant, c'est, et ça dépasse même la question politique et la question du gauche-droite aussi, quelque part, mais c'est d'être dans une forme de détective public. C'est un terme que j'utilise ici, détective public, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire comment faire un travail de détective, d'enquête, c'est un truc... Alors en tant qu'artiste plasticien et artiste contemporain, l'enquête c'est quelque chose qui existe dans l'art, hein. C'est-à-dire que il y a des artistes qui mènent des enquêtes. Donc voilà, ça se vaut, bon, c'est un genre qui est déjà structuré et sur lequel je pourrais m'appuyer également. Voilà, et pas forcément des enquêtes, comment dire, comme un détective privé, mais comme un journaliste. Un journaliste fait des enquêtes, hein, des enquêtes d'investigation, par exemple. On peut aussi faire une enquête philosophique, hein, on peut enquêter sur un domaine philosophique. Moi c'est pareil, il s'agirait ici de faire une sorte d'enquête, mais une enquête un petit peu politique, on va dire, ou plus que politique, voilà, une enquête affective. Il s'agirait de s'appuyer sur des affects, de dire que les affects, par exemple un affect d'angoisse, d'enfermement, par exemple moi je me sens agressé je me sens enfermé et agressé par le travail capitaliste, je ne suis pas le seul, bon. Mais voilà, peut-être quelque part que c'est... Bon, on peut dire que c'est la faute du capitalisme, mais c'est un petit peu flou. Peut-être qu'il faudrait comprendre ce que c'est. Hein. Dans un dernier enregistrement que j'ai fait, je me rendais compte, enfin ça fait longtemps, mais qu'en fait, peut-être que j'ai pas tellement peur du travail capitaliste en tant que tel, de l'emploi, mais j'ai peut-être peur de l'homophobie qui est propre, enfin qui a été produite au sein des formes d'emploi, ce qui change un petit peu la donne. Donc voilà, donc il s'agit pour moi ici de faire un travail du coup de chercher un petit peu les causes. Voilà. À la fois pour moi-même, dans mon histoire personnelle, mais aussi de manière collective. Donc je pense comme ça qu'on peut, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de penser une forme de déconstruction, hein, des systèmes de crispation. L'idée que voilà, qu'il y a une guerre, bon, je sais pas, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou la guerre entre le Liban alors je sais pas s'il y a une guerre entre le Liban et Israël, mais bon, en tout cas il y a un conflit en tout cas là. Je sais pas si le terme de guerre est adapté, je sais pas s'il est déclaré en gros. Bon. Mais penser la guerre aussi, voilà, qu'est-ce que c'est que la guerre, qu'est-ce que c'est comme symptôme, comment en faire une compréhension. Qu'est-ce que c'est que comment quelque part les partis fascistes, on peut faire une analyse et sur quoi ça repose comme voilà, donc faire un travail d'analyse en fait, un travail d'analyse et d'étiologie, mais qui ne serait pas un travail d'analyse purement, on va dire, intellectuel, parce que justement le problème c'est que dans les systèmes de manipulation ça passe pas au niveau intellectuel, ça passe au niveau affectif, mais de travailler au niveau infraconscient, de travailler au niveau des structures infraconscientes, donc de faire ce que je pourrais appeler une enquête sémiotique, hein, ou de la c'est-à-dire une enquête qui se base sur le terrain de la sémiotique, sur le terrain des signes, en fait, des signes et d'une économie des signes, en fait. Ce que je pense, c'est que la question politique, elle peut se penser en termes d'économie des signes. Je me pense en effet ici à Guattari Deleuze. Ça veut dire que notre réalité, elle est construite par un ensemble de symboles, de signes, de lignes de force, de formes, et qu'on peut travailler le terrain des formes. On peut utiliser le terrain des formes et le terrain des affects aussi, qui sont un type de forme ou un type de relation entre des formes plutôt, je pense, pour comprendre mieux pourquoi ça bloque, hein, à quel endroit ça bloque et pourquoi ça bloque. Et l'idée, ça serait du coup de pouvoir
entre guillemets, soigner un petit peu la question traumatique. L'idée, c'est que les partis réactionnaires sont un petit peu des gens qu'il faut soigner. Hein. Il faut, comme dirait Bernard Stiegler, il faut prendre soin du fascisme. Prendre soin parce que, quelque part, c'est un peu une maladie qu'il faudrait soigner. Hein. Tout comme l'homophobie et le racisme sont une maladie qu'il faudrait soigner. Donc il y aurait qu'il faudrait, chacun fait ce qu'il peut, hein, ou ce qu'il veut, mais voilà, c'est une attitude qu'on peut avoir. Moi, ça me plaît bien parce qu'à la fois, ça me permet de lier, de lier quelque part une forme d'éthos non politique, d'avoir une action quelque part sur l'action politique, de faire un travail intellectuel et philosophique, de passer par des pratiques artistiques et esthétiques, c'est quand même aussi mon métier, c'est un peu mon travail et c'est les compétences que j'ai aussi. Et en même temps, de faire sur le net, donc dans une optique un petit peu démocratique, en tout cas démocratisable, oui, accessible, quoi. C'est pas dans un musée spécifique. Et en même temps, je sais pas trop comment, mais peut-être que ça peut aussi être l'occasion d'avoir de l'argent, parce que si c'est quelque chose qui a un impact qui peut être utile, envoyez-moi des dons. Enfin, moi, ça m'intéresse, quoi. Voilà. Donc, voilà. Peut-être que là, il y a quelque chose qui permet de lier ces choses-là entre elles. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de. Alors, peut-être que la question du don, il faut que je le pense autrement. Je sais pas trop comment. Mais voilà. Pour moi, il y a ce truc-là de se dire, en fait. Parce que jusque-là, j'étais un peu bloqué avec la question financière parce qu'évidemment, j'avais l'impression toujours de me dire que je fais des choses qui sont pas... que pour être rémunéré, il faut faire des choses qui sont un petit peu problématiques sur un plan politique. Et maintenant, je me dis, ben non, en fait, voilà, moi, j'essaie de faire ce qui est juste sur un plan politique. Voilà, et en fait, si je peux résoudre des gros problèmes, en fait, bah, ça, si je le fais bien, enfin ça, moi, je dis c'est bête, hein, mais si je le fais bien, si par exemple, je peux essayer de comprendre pourquoi il y a de l'homophobie, pourquoi, bah, en fait... Moi, Butler, par exemple, voilà, Butler, elle a fait un travail énorme, même si je ne l'ai pas tout bien lu parce que c'est compliqué, mais fait un gros travail, et ça, c'est énorme pour plein de gens qui souffrent d'un paradigme hétérocentré et cisgenre. Ça a été un point énorme, en fait, de libération. Et c'est ça, en fait. Et j'ai l'impression que du coup, c'est que si on fait des choses qui sont utiles, quelque part, bah, ça aide et ça permet de... Donc, je me dis, c'est ça, en fait, c'est que quand j'entendais des patrons qui disaient, et c'est intéressant, ils disent, en fait, l'argent, on l'a à partir du moment où on est au service des autres. Ça veut dire qu'on répond à un service, on répond à un besoin, et donc du coup, les gens sont prêts à payer pour ce service et pour ce besoin. Et après tout, pourquoi pas, c'est intéressant. Sauf que moi, c'est vrai que dans ma tête, dans mon cœur, je me disais, ouais, mais en fait, moi, mes services et mes besoins, c'est pas les mêmes que ceux de tout le monde. Ça veut dire que peut-être que pour des gens... leurs services et leurs besoins, c'est des services et des besoins que moi je trouve juste superficiels vis-à-vis de ma vie. Parce que ma vie, c'est peut-être, enfin voilà, peut-être que moi, quelque part, j'ai besoin de régler des besoins, je sais pas, par exemple, ça, c'est que l'homophobie, par exemple, bah, c'est un besoin, mais c'est un besoin minoritaire, si on veut. C'est un besoin, c'est un besoin qu'il faut régler, mais on est minoritaire pour le régler, en gros. Donc c'est pas des besoins majoritaires, c'est pas, voilà... Peut-être quelque part que, je sais pas, ma Total va répondre à un besoin. En effet, bon, ça crée beaucoup d'autres problèmes évidemment hein, sur la question de l'écologie, mais il répond aux besoins des gens qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, qui ont une voiture et qui ont besoin d'avoir de l'essence pour se déplacer. Donc en effet, il répond à un besoin problématique, mais un besoin quand même. Donc les gens payent pour ça. Bon, mais à vrai dire, on a aussi un autre besoin. Jean-Baptiste Farkas en parle comme tel. Alors il dit, bah, moi je produis du vide, mais c'est un besoin, il répond à un besoin. Bon. Moi, c'est pareil, on a un besoin, je pense qu'on est nombreux à avoir ce besoin-là, en tout cas, visiblement, on voit qu'au niveau des élections, ça se voit, on a un besoin de justice sociale, on a un besoin qu'il y ait moins d'agressions homophobes, on a un besoin qu'il y ait moins enfin, qu'il n'y ait pas un suicide de l'humanité avec un réchauffement climatique. C'est un besoin et les gens en ont conscience. Simplement, on n'a pas la possibilité d'y répondre. Donc je me dis, bah voilà, si moi, quelque part, je peux répondre à ce besoin-là, moi, ça me va très bien, c'est mon travail. Moi, je fais ça depuis longtemps, hein, je travaille depuis ces questions-là parce que c'est un besoin que j'avais pour moi en tant qu'individu. C'est un besoin que je voulais régler pour moi. Mais finalement, ce besoin-là, si je peux le régler entre guillemets de manière plus générale, et que ça répond à un besoin, et que du coup, bah, ça me fait gagner de l'argent, parce que moi, c'est le problème que j'ai, c'est la question de l'argent en fait. Hein. J'ai vraiment cette angoisse de manquer d'argent. Ou plutôt, j'ai l'angoisse quelque part de, comment dire, c'est comme si je divisais quelque part la question militante d'un côté et la question de l'argent de l'autre. En me disant, si je manque d'argent, je pourrais plus faire mon travail de recherche et de militantisme. Mais en même temps, voilà, je me dis, bah, ça de recherche et militantisme, en fait, il est pertinent et il a, non pas, c'est pas qu'il a à être rémunéré, mais c'est que s'il est utile, en fait, il peut être soutenu. C'est plus comme ça, quoi. C'est pas penser à un travail qui doit être rémunéré dans une logique un peu marxiste, tout travail mérite salaire. C'est plutôt qu'il doit être encouragé, on peut
m'aider. Moi, j'ai déjà investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce travail-là. J'en ai investi énormément en fait. Mais parce que ça m'a. C'est pas que ça me plaît, mais je le fais parce que ça me semble important de le faire. Voilà. Mais maintenant, en fait, je me rends compte que pour aller plus loin, j'ai besoin d'aide d'autres personnes. Voilà. Bon. Voilà. D'ailleurs, je crois que. Donc, si vous voulez m'aider, il y a un. J'ai un Patreon. Qui s'appelle Nathanaël, mais il faut que je le retrouve. Nathanaël Advisio, je pense. Voilà, et donc j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Nathanaël Change le Monde. Bon, alors je sais pas, alors je mettrai en description. Ah bah si, je suis là, alors. Voilà. Donc c'est ça. C'est ici. Nathanaël. Je vais mettre 2 LE comme ça. Hop là. Donc voilà, donc si vous voulez m'envoyer vos messages, vos messages, ou en tout cas votre argent surtout, vous pouvez le faire ici. Voyez. Donc ça s'appelle Nathanaël. Je vais mettre Nathanaël Sauve le Monde. Voilà. Ce projet-là va s'appeler Nathanaël Sauve le Monde. Nathanaël Advisio, c'est mon nom d'artiste, artiste conceptuel en tout cas. J'en ai d'autres aussi, d'autres pseudonymes, mais celui-là c'est celui que j'utilise dans ce cadre-là. Et voilà. Et là, ça va être du coup Nathanaël Sauve le Monde. Ou Nathanaël Advisio. Bon, je sais pas trop encore. Advisio, ça veut dire qu'il regarde à côté, hein, Advisio. Bon, voilà. Bon, alors maintenant, je vais essayer de voir est-ce que ça se vaut avec ChatGPT. Comment ça? J'ai un projet, donc il s'agirait de comment dire, proposer une sorte de détective public à travers l'utilisation de vidéos sur YouTube consistant à faire une sorte d'étiologie sémiotique des problèmes qui se posent, notamment sur des problématiques liées à la justice sociale et environnementale. Je fais simple. Mentale. Il s'agirait plus généralement de chercher à régler des problèmes de société en utilisant les outils importés de l'art ou de la philosophie en vue de proposer un diagnostic. Voilà, si je mets ça. Voilà, c'est intéressant, c'est parce que voilà, on a donc chercheurs académiques, activistes et artistes. C'est en effet ça, c'est aussi la figure qui m'intéresse, qui renvoie peut-être à celle de, je pense à celle de Foucault, dans un sens, parce que c'est vrai que la démarche que j'ai, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à celle de Foucault, je trouve. Peut-être pas exactement celle de Foucault, de Bourdieu aussi, il faut voir, mais en tout cas c'est peut-être une nouvelle figure de l'intellectuel, peut-être ce qui pourrait être posé, hein, ici. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on peut dire que l'artiste est une figure intellectuelle, mais c'est ça, c'est en effet chercheur académique, activiste, artiste, c'est vrai. Problématique de société complexe à travers une approche critique et créative. Voilà, en effet. Diviser tes contenus en plusieurs séries thématiques ou par cas à résoudre, en effet. Donc moi c'est pareil, ça veut dire que moi je vois ça comme une sorte de performance, hein, voilà.
comme un artiste contemporain qui explore un type de performance particulier l'enquête. Ces enquêtes, suivant une problématique donnée du type de quoi le réchauffement climatique est-il le nom? Voilà, utiliserait des techniques transdisciplinaires pour y répondre. Voilà. Le but, là-dedans, serait de pouvoir résoudre des problèmes. Cette résolution du problème est la performance elle-même. Voilà, ça c'est plus pour moi, disons, dans l'idée quelque part de penser ce travail-là comme étant un geste esthétique, en fait, hein, pour le lier à une histoire de l'art, en tant que tel. Mais voilà, mais il s'agit quand même quelque part voilà, donc je veux dire, il s'agirait donc d'une démarche, disons, esthétique, mais qui aurait qui répondrait à un besoin de solutions concrètes, si on veut. Un besoin de solutions concrètes qui ne serait pas séparé disons, d'une situation problématique. Qu'il s'agirait donc voilà, sur le terrain, qui engage d'office la subjectivité. Voilà. Voilà. Donc, exemple de thématique, justice climatique, inégalité sociale, problème éthique et philosophique. Ok. L'approche sémiotique et philosophique. Alors, l'approche sémiotique te permettrait de décoder les symboles, discours qui façonnent nos perceptions dans la société. Voilà. Une analyse d'information médiatique du problème. Voilà. Donc Michel Foucault, ok, notion de pouvoir et de contrôle. Jacques Derrida, Hannah Arendt, ouais. La Forêt Letson, je connais mal. Je connais même pas du tout d'ailleurs. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Un diagnostic basé sur l'analyse sémiotique, mais aussi des pistes de solutions et des dispositifs politiques qui émergent. Oui. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont assez évidentes et que c'est évidemment ce que je projette. Hein. Là, ChatGPT, il est, voilà, il me fait pas. Je ne découvre rien là, mais. Oui. Alors en effet, il y a les initiatives citoyennes. Ce qui m'intéresse plus, c'est en effet de proposer des manières alternatives de comprendre le problème. Moi, j'ai l'impression qu'en effet, le problème, c'est que les choses sont mal posées en général. Voilà, c'est que on pose mal le problème. Donc il s'agirait, voilà, en effet de se concentrer sur le déblocage de nouvelles perspectives. Comme si les problèmes étaient mal posés. Comme c'est souvent le cas en philosophie. Voilà. Tout le travail consistant à
penser la question du cadrage, de la perspective d'analyse mis en jeu. Ok, voilà, interaction avec le public, important. Le but n'est pas d'imposer un diagnostic, mais de déclencher une discussion constructive. Bon, ça dépend, mais, mais bon. En effet, voilà, les problématiques, ça c'est quelque chose que je trouve en effet important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... moi je peux choisir des problématiques parce qu'elles me touchent, mais ça peut être bien aussi de répondre à des problématiques qui sont demandées, parce qu'après tout, du coup, ça fait aussi qu'on répond à un besoin, qu'on répond à une, voilà, que ça, qu'il y a une forme d'utilité et que je suis pas juste dans mon coin à répondre à mes propres petits problèmes, qui sont très importants, mais plutôt de penser ça de manière plus collective. Ouvrir des débats dans les commentaires. Oui, bon, ça, oui, d'accord. Avec des invités experts, je peux inviter les experts. Utiliser les réseaux sociaux pour partager des ressources et créer des partenariats avec des organisations collectives. Ok, bon. Esthétique. Tout à fait. Moi, il y a la question aussi de la forme, évidemment, du truc. Pour l'instant, je pense plutôt à la question de l'improvisation, comme je fais ici, et des formats qui sont, comment dire, qui demandent très peu de post-production. Il s'agit de privilégier quelque part l'acte de la performance et de la recherche en elle-même, sans chercher à faire des effets visuels époustouflants, etc. Cela dit, la question de l'esthétique rentre quand même en jeu, hein, et peut permettre de colorer quelque part un problème. Là, pour moi, il y a une espèce de, disons, presque d'urgence ou de... l'important, c'est d'avoir déjà quelque part quelque chose qui tienne sur le fond. Hein, plus que quelque chose qui soit simplement... il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de formalisme qui perdrait le fond. C'est d'avoir le fond qui est important. Mais après, en effet, ça peut être intéressant de voir comment on peut intégrer de plus en plus des éléments qui... voilà, je pense par exemple à Sushi Dragon. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de privilégier l'aspect en direct, l'aspect performance, l'aspect... Parce que ne pas me dire que je vais faire une enquête qui va prendre 1 an à en faire un objet filmique joli et esthétique, mais plutôt de le penser comme étant une performance au continu, quoi, hein, de privilégier vraiment le mouvement pour lui-même. Cela dit, je pense en effet à Sushi Dragon par exemple, qui lui carrément pense une forme d'esthétique quelque part où il est en direct pour le coup. Il a toute une esthétique en direct. Alors, voilà. Donc voilà, donc il y a la question ici de la... les refs. Il y a la question ici d'utiliser quelque part l'espace du live stream comme un espace esthétique quelque part, mais qui n'essaie pas de penser des objets qui soient comme fermés sur eux-mêmes comme un objet filmique par exemple, même si c'est important, mais plutôt de penser la question du déploiement. Alors, je pense ici à quelque chose de beaucoup plus deleuzien quelque part, qui pense la question du flux, de l'ouverture, de quelque chose qui serait toujours en train d'aller plus loin, enfin de toujours essayer de se dépasser, de penser l'idée de la performance quelque part qui pourrait se répéter quelque part, voilà. Voilà. Et puis donc, hop. Ok, oui. Alors, identité visuelle, bon. Ça pareil, c'est du jeu, hein, ça serait du jeu, donc c'est pas le plus important tout de suite pour l'instant, mais voilà, entre des collaborations, voilà. Voilà, alors je vais aussi copier ces choses-là, hein. Je vais faire un copier-coller pour avoir une archive.
Hop là. Alors, une pratique artistique contemporaine, un engagement philosophique et une approche transdisciplinaire à la recherche de solutions concrètes. C'est un processus esthétique centré sur la raison de problème réel, ouais. Où la performance réside dans l'enquête elle-même, ouais. Voici quelques axes de réflexion pour structurer davantage la démarche et d'une force encore plus aboutie. Processus, ouais, ça voilà. Donc on est plus dans le processus, donc l'art conceptuel aussi, hein. Conceptuel et conceptuel, mais aussi avec une visée pratique et appliquée, exactement. L'enquête devient un outil de révélation, un moyen de produire du sens et de débloquer des perspectives nouvelles sur des problématiques complexes. Performeur. L'élément central de la performance, mais tu te positionnes non pas en tant qu'expert, mais en tant qu'enquêteur, ouais, souvent vulnérable, ouais, explorant des pistes en faisant des hypothèses en direct. Cette posture implique une transparence sur la stratégie de l'expérimentation, ouais, ce qui est rare dans la quête de solutions pragmatiques. Ouais, donc ça c'est intéressant ça, hein, de penser ici quelque part la position de la vulnérabilité et de l'ignorance, quoi. Hein. Voilà. Sur l'incertitude. Enquête mentoriale. L'utilisation de temps réel, direct ou le processus même de réflexion, de recherche, de confrontation avec des données où les idées deviennent le cœur de l'expérience. La résolution de problème. L'interactivité de Twitch nous permet de faire entrer ton public dans l'enquête, d'inviter les contributions, des retours, des débats en direct, exactement. Voilà. Art, philosophie, sciences sociales, sciences dures, écologie, anthropologie. C'est vrai qu'enquête pourrait mobiliser ses manières créatives pour comprendre le problème sous ses angles différents. Voilà, la reformulation des questions mal posées. Beaucoup de problèmes sociétaux, comme le changement, sont souvent perçus de manière biaisée ou dans des cadres trop restreints. Opérer un décadrage, ça c'est un terme que j'aime beaucoup, que j'avais utilisé auparavant dans d'autres contextes, c'est-à-dire de reformuler, déplacer ou réorienter la problématique sous un angle en questionnant les présupposés. Des outils créatifs pour accompagner cette enquête, par exemple utiliser la cartographie subjective. Oui, ça c'est intéressant. Ça. Des collages d'images ou de données ou des performances interactives avec le public, oui, pour utiliser et reformuler visuellement et symboliquement le problème en question. Ok. La résolution du problème devient le centre de la performance, oui. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est pas une performance qui s'intéresse quelque part uniquement à la question de la forme. Enfin, en fait, c'est pas une question. La forme n'est pas pensée comme étant quelque part la forme visuelle ou la forme immédiate. La forme, ça serait vraiment la résolution du problème. C'est-à-dire que c'est une sorte de. C'est comme une dissertation, quoi. Dans une dissertation, on a une problématique et on va essayer de démêler la problématique pour la penser autrement. Donc la forme, ici, c'est presque une forme d'algorithme de pensée, si on veut, où c'est tout le chemin que fait la pensée, toute la narration que fait la pensée, pour arriver d'un problème à sa solution. Et là, pareil, pour moi, c'est ça que là, la question esthétique, pour moi, j'essaie de la penser comme étant le fait de partir d'un problème, donc d'une situation qui est un petit peu compliquée, jusqu'à arriver à un moment donné où il n'y a plus de problème, parce qu'on a trouvé la solution. Donc c'est ça, c'est tout ce schéma-là, tout ce chemin-là. Et comment on met en place ce chemin, par quelle méthode, par quel moment, par quel endroit, etc. Tout ça, c'est la question. La question esthétique, elle se pose comme telle. On pourrait presque dire c'est une forme d'éthique de la résolution. Hein, je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque part une espèce c'est un art de la résolution, c'est un art de la résolution du problème. C'est l'art de transformer un problème en une ouverture, quoi, si on veut. Bon. Voilà, l'art ne se compte pas d'une critique ou d'une contemplation distante, il s'engage dans une démarche active pour transformer la réalité. Donc bon, là on est vraiment quelque part dans un... Alors, je ne transforme pas la réalité, je transforme la perspective de la réalité en tant que telle. Mais il y a ici la démarche qui est celle des avant-gardes également. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire de l'art dans un coin, mais on essaie de transformer la réalité elle-même. Et ça, c'est en effet ou en tout cas d'agir sur la réalité d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est en effet le projet des avant-gardes de faire ça. Hein. Bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Quoi Il n'y a pas de... Alors voilà, donc... processus ouvert. Pas de solution définitive pour chaque enquête. Le processus de recherche, l'exploration collective, les fausses pistes, les moments de découverte deviennent eux-mêmes le produit esthétique. Exactement. D'autant plus que ça peut se faire un petit peu en direct. Moi, c'est un truc ça peut durer plusieurs mois. Hein. Je veux dire, une enquête, elle peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Ces dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur la question du réchauffement climatique de manière solitaire.
parce que j'avais l'impression que c'était pas intéressant, que c'était pas intéressant à partager en tout cas. Enfin, je me sentais très solitaire là-dedans. Mais je me dis, bon, ça aurait peut-être pu, dans d'autres contextes, être quelque chose qui se partage collectivement et qu'on puisse quelque part travailler ensemble à l'élaboration d'une nouvelle épistémologie, quoi. Ça veut dire que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on a un problème commun, on peut être plusieurs à le partager. Moi, je coordonne ça, mais comment dire, je peux être, voilà, si l'intérêt, c'est que ça peut être une recherche collaborative, exactement. Hein, c'est l'intérêt voilà, de faire un truc ensemble. Et donc, du coup, ça veut dire que si des gens sont aussi touchés par ce même problème, on peut y réfléchir ensemble, on peut en parler ensemble. Enfin, ensemble, ou en tout cas à distance avec la caméra, mais il y a quelque chose qui peut se faire de manière collective, quoi, du coup. Et donc, du coup, ça devient stimulant, parce qu'on a un problème, mais on peut y répondre collectivement. Voilà. Exactement. Le problème n'est pas celui qu'on pensait au départ, ouais. C'est exactement quand je dis l'action du problème, quoi. C'est peut-être qu'il faut reformuler le problème, qu'en fait, derrière un problème, il y en avait un autre qu'on n'avait pas vu et qui était plus important, finalement. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, inviter des collaborations, transdisciplinarité avec des experts, en effet, archive et mémoire. Bien sûr, hein, il faut aussi une archive. Donc là, c'est ce que je fais. Hein, c'est moi, je fais une archive. Là, ça se voit pas, mais j'ai fait une. Bon, je peux peut-être le mettre, hein, mais je vais mettre une. Je vais rajouter un. Juste pour qu'on le voit. Euh, Voilà. J'ai mis ici, voilà, hop là, des références. Hein, voilà, les références que j'ai écrit pour les enregistrer, pour les mettre quelque part. Et je pense que ce qui sera intéressant pour moi aussi, c'est d'avoir un site web. Je pense peut-être soit un WordPress, soit un notglue.me. Enfin, un équivalent, enfin une sorte de, ce sont c'est des manières, enfin c'est des choses qu'il faut que j'installe, on va dire. Hein. Moi, j'aimerais bien mettre Hotglue, mais j'arrive pas à l'installer correctement pour l'instant. Où je pourrais archiver ces choses-là. Hein. Je pourrais mettre des archives de ça, ce qui fait quelque part qu'on aurait quelque part une trace des recherches à chaque fois et on saurait de quoi on parle et on saurait d'où on part et où est-ce qu'on va. C'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est que pour l'instant, ces recherches-là, pour l'instant, j'étais dans ma tête, mais j'ai pas vraiment tout le truc. Voilà, oui, en effet, résumé vidéo, journal de recherche, documentation visuelle, exactement. De quoi le réchauffement est-il le nom? Voilà. De quoi la précarité sociale est-elle le nom? Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est pareil que Badiou, il parle de ça, par exemple, il dit de quoi Sarkozy est-il le nom? Et donc du coup, ça suppose quelque part que Sarkozy est un symptôme d'un problème plus général. Enfin, d'un problème ou d'un effet. C'est un effet quelque chose. De quoi la précarité est-elle le nom? C'est-à-dire que la précarité est un effet de quelque chose dont il faudrait comprendre l'origine. Presque un petit peu. Voilà, de quoi l'effondrement est-il le nom, etc. Bon, voilà. Ok. Production, enquête en direct, synthèse. Bon. Bon, c'est un peu court, mais bon, ok. Exactement, voilà. Donc bon, c'est portée artistique et philosophique, en effet, parce que donc il s'agit de résoudre en fait des problèmes artistiques et des problèmes philosophiques. Donc voilà, mais de le faire avec une forme, hein, même si cette forme n'est pas immédiatement visuelle, mais de le faire avec enfin, ne pas une forme qui rentrerait dans les cadres de l'esthétique classique, mais qui serait quelque part dans une forme qui est expérimentée. Hein. L'outil du web, l'outil de la technologie, le côté collaboratif, en intégrant aussi quelque part une histoire de l'art, une histoire de la philosophie, etc. Bon voilà, très bien. Bon, ça aussi je le copie. Voilà. Ok. Ok, très bien. Bon. Peut-être que je peux arrêter là, pour l'instant. Donc j'enregistre tout ça, hein, j'enregistre.
Bon. Ouais, j'ai envie de faire une petite sieste parce que je me sens un peu épuisé comme là. Ça fait un moment que je parle. Ça fait 1 heure, ouais, 1h20. Bon. C'est un peu... Mais voilà, très bien, très bien. J'arrête là et je reprendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le courage.